Alors, dans cette capsule, on va montrer que pour qu'une fonction soit intégrable au sens de Riemann, il est nécessaire et suffisant qu'un certain critère epsilon p soit satisfait. Donc, epsilon, ça va être un nombre positif que vous me donnez. Et en fonction de ce nombre-là, moi, je trouve une partition qui fait de telle sorte qu'une certaine inégalité soit respectée. Alors, on va voir ce critère-là, on va le démontrer, et puis on va faire un exemple où on va l'utiliser. Alors, le critère qu'on va se servir, qu'on va démontrer, c'est le suivant. Si vous avez une fonction f qui va de AB dans R, je devrais mettre ici, donc dans R, une fonction bornée, alors, f est intégrable au sens de Riemann sur AB si et seulement si, pour chaque epsilon positif que vous me donnez, moi, je suis capable de trouver une partition de l'intervalle AB. Donc, la partition, je vais utiliser l'information de epsilon que vous m'avez donnée, et qui sera telle sorte que la somme supérieure pour cette partition-là, moins la somme inférieure pour cette partition-là, sera plus petite qu'epsilon. OK, donc on va montrer ça. Puis en fait, ce qu'on va utiliser, ça fait déjà quelques fois qu'on utilise ce critère ici, là, au numéro 6, la feuille d'exercice supplémentaire, je devrais mettre, que quand vous avez deux nombres réels A et B, s'il est vrai que pour tout epsilon positif, la valeur absolue de A moins B est plus petit qu'epsilon, ça veut dire ça, c'est équivalent à dire que A égale à B. Donc, on va utiliser ce critère ici dans la démonstration, puis aussi dans l'exemple qui va suivre ici. Donc, c'est un si et seulement si. Alors, on va commencer avec cette direction ici. Alors, soit epsilon plus grand que 0 quelconque, et soit P de epsilon, la partition de AB qui fait de telle sorte que la somme supérieure moins la somme inférieure est plus petite que epsilon. Hein? Donc, on démontre cette direction ici. Alors, je prends ceci pour acquis, puis je vais montrer que ça implique que f est intégrable au sens de Riemann. OK? Donc, si vous m'avez donné un epsilon, je sais que je suis capable de trouver une partition qui fait que ceci, c'est vrai. Alors, il en suit que la somme inférieure pour cette partition-là est, bon, elle est toujours plus petite ou égale à l'intégrale supérieure, excusez, l'intégrale inférieure, hein, parce que ça, c'est le suprémum de toutes les sommes inférieures possibles. Donc, c'est une borne supérieure pour l'ensemble W. Ça, c'est un élément de W, donc il est plus petit ou égal à ce suprémum-là. On a vu au théorème 6.10 dans la capsule précédente que ça, c'est plus petit ou égal à l'intégrale supérieure. Et puis, de la même manière, ça, c'est plus petit ou égal à la somme supérieure. Hein? Pourquoi? Parce que ça, c'est l'infimum de l'ensemble V, et ça, c'est un élément de V. Donc, j'ai ceci, ça me permet de conclure que la différence entre ceci et ça, c'est plus petit ou égal à la différence entre ça puis ça. À cause que la manière que les quatre nombres sont ordonnés, ça moins ça, c'est plus petit ou égal à ça moins ça. OK, alors, j'ai que l'intégrale supérieure moins l'intégrale inférieure est plus petit ou égal à S majuscule moins F minuscule. Et puis ça, c'est plus petit qu'epsilon. OK? Alors, j'ai montré que pour tout epsilon positif, ce nombre ici est plus grand que 0, puis il est plus petit qu'epsilon. OK? Alors,
par le critère que j'ai en rouge ici, ça veut dire que ce nombre ici doit être 0. Donc, on a que l'intégrale supérieure doit être égale à l'intégrale inférieure. C'est-à-dire, c'est ça qu'on avait défini comme étant la condition qu'on a besoin pour dire que f est intégrable au sens de Riemann sur AB. Donc, cette direction ici, on l'a montré. Si on a ça, on a ça. Maintenant, on va aller dans l'autre direction. Donc, on va supposer que f est intégrable au sens de Riemann, puis on va montrer qu'il en suit qu'on a ceci. Donc, prenons un epsilon plus grand que 0 quelconque. OK. Puisque l'intégrale inférieure, c'est le suprémum de l'ensemble W, j'affirme qu'il existe une partition P1 qui va dépendre de epsilon, telle que la somme inférieure pour cette partition-là est plus grande à ceci. Okay? Pourquoi je dis ça? Bon, si je n'étais pas capable de trouver une partition qui faisait que ça c'est vrai, j'aurais ça c'est vrai pour toute partition, qui voudrait dire que ça c'est une borne supérieure pour l'ensemble W qui serait plus petite que le suprémum. Hein, parce que ça, c'est plus petit que ça. OK? Donc, parce que ça, c'est le suprémum, et puis ça, c'est plus petit que ça, il faut qu'il y ait un élément de W qui soit plus grand que ce nombre ici. OK, alors, même argument avec la somme supérieure, puisque ça, c'est égal à l'infimum des sommes supérieures. Il doit exister un P2, partition de AB, tel que SFP2 est plus petit que plus une demi epsilon. Encore une fois, hein, ça, c'est un nombre qui est plus grand que ce nombre ici, qui est l'infimum de V. Donc, c'est impossible que ceci, ça soit une borne inférieure pour V. Donc, il doit exister un P2 tel que ceci, c'est vrai. OK? Alors, qu'est-ce que j'ai montré là? J'ai montré que SFP2 de epsilon moins S F P1 de epsilon est plus petit que, alors si j'organise mes inégalités ici, je vais avoir l'intégrale supérieure de F
plus 1 demi epsilon moins l'intégrale inférieure de f plus 1 demi epsilon. Et parce que f est intégrable au sens de Riemann, ça, c'est égal à ça. Donc, G égale epsilon. Okay. Donc, je vais poser maintenant P de epsilon comme étant le raffinement suivant. Je vais prendre la réunion de P1 et de P2. Puis je vais utiliser la relation qu'on avait déterminée à la capsule précédente pour les raffinements. Alors, il en suit que S minuscule de f P1 de epsilon, c'est plus petit ou égal à S f P de epsilon, parce que P c'est un raffinement de P1. Puis ça, c'est plus petit ou égal à S majuscule de f P epsilon. Okay, on a toujours cet ordre ici pour une partition. Et puis ça, c'est plus petit ou égal à la somme majuscule pour f avec la partition P2 de epsilon, parce que ça, c'est un raffinement de P2. Alors, la différence entre ça et ça va être plus petit ou égal à la différence entre ça et ça, qui était plus petit que epsilon. Donc, ça veut dire que j'ai 0 plus petit ou égal à S de fp de epsilon moins S minuscule f p de epsilon plus petit ou égal à la quantité que j'ai en haut de page ici. Qui est plus petit qu'epsilon. Donc, j'ai montré que pour tout, j'étais ici, j'ai montré que pour tout epsilon positif, il existe une partition que j'ai construite ici qui dépend de epsilon, telle que la somme supérieure moins la somme inférieure de f pour cette partition-là est plus petit qu'epsilon. Donc, j'ai bel et bien montré dans cette direction ici. Puis, où est-ce que j'ai utilisé le fait que f était intégrable au sens de Riemann? C'est ici que je l'ai utilisé. C'est là que j'ai utilisé cette hypothèse-là. OK? Alors, exemple. Supposons qu'on a un intervalle AB ici, puis la fonction f de x égale à x. Donc, montrer que f est intégrable au sens de Riemann sur AB. Donc, on va utiliser le critère epsilon p pour montrer ça. Puis ensuite, montrer que la valeur de cette intégrale-là, c'est ceci. Bien sûr, sans utiliser le théorème fondamental. Je sais, on se dirige vers le théorème fondamental. Mais rendu à ce point ici, là, on ne l'a pas encore vu. Alors, la seule manière de calculer ceci, là, c'est d'utiliser les notions qu'on a vues jusqu'à date. Alors, est-ce qu'on est capable d'arriver à cette valeur ici en utilisant seulement ces notions-là? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer d'abord qu'il est intégrable au sens de Riemann en utilisant ce critère ici. C'est-à-dire, je vais montrer que j'ai ça qui est satisfait. Donc, on pourra en tirer comme conséquence que f est intégrable. Alors, qu'est-ce que je fais? Vous me donnez un epsilon plus grand que 0 quelconque. Moi, je vais construire une partition à partir de cet epsilon-là. Alors, comment est-ce que je vais la construire? Je sais qu'il existe un entier n majuscule tel que j'ai cette inégalité ici. Ça, c'est dû au fait que R est archimédien. Vous allez voir pourquoi après là, que j'ai choisi ceci. Donc, c'est qu'en regardant après qu'on a regardé la démonstration qu'on voit pourquoi est-ce que j'ai choisi le n majuscule comme ceci. Donc, cette inégalité-là, je peux la réarranger pour avoir l'inégalité équivalente ici. Epsilon sur b moins a est plus petit que b moins a sur n majuscule. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais définir une partition de AB qui est équidistante, c'est-à-dire que la distance entre chaque point est la même, puis je vais en mettre n majuscule point dans cette partition-là. Donc, je vais définir delta x comme étant b moins a sur n majuscule, parce que n majuscule, c'est celui-là. Donc, par l'inégalité que j'ai ici, ça, c'est plus petit que epsilon sur b moins a. Et je vais poser, bon, x0 égale a.
x1 égale a plus delta x, x2 égale a plus 2 delta x, xi égale a plus i delta x, et puis le dernier point sera b. Okay, donc cet ensemble de points ici, c'est une partition de AB. C'est une partition équidistante. La distance entre deux points consécutifs est la même, donnée par cette formule ici. OK, alors, je vais utiliser ici ma connaissance de la fonction f. La fonction f de x, c'est la fonction x, donc elle est croissante. Donc, quand je calcule la quantité mi de fp, okay? Ça c'est, je regarde les valeurs de f sur l'intervalle xi-1, xi. Puis je regarde, OK, pour toutes les valeurs de f dans cet intervalle ici, qu'est-ce qui est la plus petite valeur ou l'infimum des valeurs que je vais obtenir? Hein, donc, c'est clair parce que la fonction est croissante ici qu'elle atteint son minimum ici au point xi-1. Donc c'est f de xi-1 qui est xi-1 qui est le m minuscule i de fp. Puis xi-1, ben, par définition de ces points ici, là, xi-1, ben, c'est a plus i-1 delta x. Je fais la même chose pour m majuscule i. Encore une fois, je suis sur l'intervalle xi-1, xi. La fonction est croissante. Donc, c'est ici que je vais aller atteindre mon suprémum au point xi. Donc, f de xi égale xi. Puis, ça, c'est a plus i delta x. Donc, j'ai une formule explicite ici pour le m minuscule i, puis j'ai une formule explicite pour le m majuscule i. Alors, clairement, ici, j'ai utilisé ma connaissance de la fonction f de x égale à x ici. J'ai utilisé ça là, très directement ici. Je suis maintenant capable d'écrire une formule pour la somme inférieure. Hein, donc, la somme inférieure, par définition, c'est ça. Bon, ici, en principe, je devrais avoir xi moins xi moins 1, mais ça, c'est la largeur du sous-intervalle, puis ils sont tous équidistants, donc ils vont être tous delta x. Donc, je remplace ici ce mi-là par ceci, et puis je multiplie par delta x, alors j'ai cette formule ici pour la somme inférieure. Je fais la même chose pour la somme supérieure. Je remplace donc ceci par ça, et puis j'ai cette quantité ici. Alors, regardez, quand je fais la différence entre les deux ici, là, il y a des termes qui vont se canceller. Ça va venir canceller ce terme-là. Le i delta x carré va venir canceller le i delta x carré ici. Alors, la seule chose qui me reste, c'est moins delta x carré. Donc, j'ai ça. Donc, ça, c'est la différence entre la somme supérieure et la somme inférieure. Je vais prendre un de ces delta x-là, puis je vais utiliser l'inégalité que j'ai ici, que delta x est plus petit que epsilon sur b moins a. Donc, je vais remplacer ici ce premier delta x ici, plus petit que epsilon sur b moins a. Donc, ça, c'est une constante que je peux sortir ici. Et puis, delta x, je somme n fois la quantité de delta x. Alors, j'ai epsilon sur b moins a fois n fois la quantité delta x. Puis, n fois la quantité delta x, n fois la quantité delta x, c'est b moins a. OK? Donc, égal epsilon. Alors, pour tout epsilon positif que vous me donnez, j'ai trouvé une partition de l'intervalle AB qui fait de telle sorte que la distance entre la somme supérieure et la somme inférieure pour cette partition-là est plus petit qu'epsilon. Donc, par le théorème qu'on vient de voir, f est intégrable au sens de Riemann. Donc, ça, c'est la première partie. Ensuite, on nous demandait de montrer que cette quantité ici, c'est 1 demi b carré moins a carré. Alors, l'approche que je vais prendre ici, je ne m'attends pas nécessairement à ce que vous auriez été capable de l'avoir par vous-même. Alors, essayez de suivre l'argument, puis voir, OK, dans quelle mesure, là, que ça pourrait généraliser cet argument ici.
Donc, ce que je vais faire, c'est la chose suivante. Je vais prendre une partition P de AB quelconque. Donc, pas nécessairement équidistante ici. C'est juste une partition quelconque. Alors, quand j'écris la somme supérieure, le M majuscule I ici, là, même si les intervalles ne sont pas équidistants, là, encore une fois, sur l'intervalle xi-1, xi, le suprémum est atteint ici au bout, ici, parce que la fonction f de x est croissante. Donc, ça, c'est le M majuscule I de fp fois xi moins xi moins 1. Puis maintenant, je vais remplacer ce xi ici par un terme qui est plus petit. Donc, je dis ici que le xi est plus grand ou égal à 1 demi xi plus xi moins 1. Donc, voyez ça de la manière suivante. Vous avez xi moins 1 ici, vous avez xi ici qui est plus grand, puis ça ici, là, c'est la moyenne des deux. C'est le point qui est à mi-chemin entre les deux. Donc, certainement, xi, que j'ai ici, est plus grand ou égal à ce point ici. Ça me permet d'écrire ça ici, en faisant le produit ici, comme ceci. Ça va être 1 demi xi au carré moins xi moins 1 au carré. Alors, j'écris les premiers termes. x1 au carré moins x0 au carré, plus x2 carré moins x1 carré. x3, x2. Alors, tout se cancelle. Vous avez un x1 carré ici, x1 carré, x2 carré, x2 carré. Tout se cancelle sauf ce terme ici, puis ce terme ici. Donc, la somme supérieure est plus grande ou égale à 1 demi b carré moins a carré. La somme inférieure, pour cette même partition-là, j'utilise le même raisonnement. Le M minuscule I, ça va être au point à gauche, donc xi moins 1. Et puis, maintenant, je vais utiliser le fait que ça, c'est plus petit ou égal à ça. OK? Et puis, j'utilise le même argument, et puis j'ai maintenant cette borne ici. Donc, 1 demi b carré moins a carré, c'est plus grand ou égal à la somme inférieure, plus petit ou égal à la somme supérieure. Puis c'est aussi vrai cet ordre ici pour ce terme ici qui est quoi? C'est l'intégrale inférieure, puis c'est aussi l'intégrale supérieure. Parce que l'intégrale inférieure, c'est le suprémum de l'ensemble W. Et puis, l'intégrale supérieure, c'est l'infimum de l'ensemble V. Donc, vous avez aussi cet ordre ici. Donc, vous avez deux nombres ici, celui-ci et celui-ci, qui se trouvent tous les deux entre ces deux nombres ici. Donc, la différence entre ces deux nombres-là, en valeur absolue, la distance entre ces deux nombres-là, doit être plus petit ou égal à la différence entre S majuscule et S minuscule. Puis ceci, là, ce que j'ai fait là, c'est vrai pour toute partition. Donc, j'ai que la différence entre ces deux termes ici, les termes qui sont au milieu ici, est plus petit ou égal à ceci. Puis ça, c'est vrai pour toute partition. Alors, si vous me donnez un epsilon positif, moi, je sais qu'à partir du théorème 6.11, je suis capable de trouver une partition de telle sorte que ça va être plus petit que epsilon. Donc, ça veut dire ça que pour tout epsilon positif, cette expression-là, je peux la rendre plus petite que epsilon. Donc, encore une fois, par cette propriété ici, ça veut dire que la quantité qui est à l'intérieur de la valeur absolue ici doit être 0. C'est-à-dire que ça doit être égal à ça. OK? Donc, il faut faire un exemple de même là, pour que vous puissiez apprécier la force et la beauté du théorème fondamental qu'on va voir sous peu. OK? C'est très difficile de voir comment aborder un calcul comme ceci.
OK? Alors, c'est un peu pour ça qu'on veut avoir, si on veut, là, une méthode raccourcie qui nous permettra, une fois qu'on a déterminé que la fonction est intégrable au sens de Riemann, de comment calculer son intégrale sans avoir à passer par une construction longue comme celle-ci. Donc, ça vaut la peine d'en faire au moins un exemple comme ceci pour que vous puissiez, comme je disais par après, apprécier la portée, la force du théorème fondamental du calcul.